Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Au sommaire du 18h de Public Sénat, plus de manifestants dans les rues aujourd'hui que le 29 janvier dernier. Paris réussi pour les syndicats qui attendent maintenant des réponses concrètes du gouvernement, dont le porte-parole, Luc Châtel, sera en ligne avec nous au cours de cette édition. Le FMI presse également les États européens d'en faire plus pour contrer la crise et casser la spirale du chômage. Appel qui ne semble pas avoir d'écho au sommet de l'Union à Bruxelles consacré à la relance. Selon le FMI, l'économie mondiale est passée dans le rouge. Récession annoncée supérieure à 3% cette année dans les pays développés. L'Assemblée nationale aujourd'hui refuse de suspendre le bouclier fiscal. Projet d'union entre la Matmut, la Massif et la Maïf pour créer un grand pôle mutualiste mieux armé face à la crise. Alors que le chef de l'État a annoncé hier sa volonté de sanctuariser les collèges, un principal a été aujourd'hui roué de coups et hospitalisé à Garges-la-Gonesse dans le Val d'Oise. Il s'était interposé dans une bagarre entre deux bandes dans son établissement. Avec nos invités ce soir, Sonia, bien sûr, nous tirerons toutes les conclusions de cette nouvelle journée de mobilisation sociale. Oui, alors que la mobilisation se poursuit encore en cette fin d'après-midi, nous allons donc tirer les premières conclusions. Responsables syndicalistes et patronaux, élus, spécialistes des conflits sociaux et de l'opinion sont avec nous pour en débattre. Avec une mobilisation donc plus forte qu'en janvier et les syndicats qui ne cessent heure après heure de donner des chiffres plus importants. Oui, on annonçait beaucoup de monde dans les rues pour cette nouvelle journée de mobilisation. Les cortèges étaient fournis dans les défilés organisés dans de nombreuses villes du pays, plus que lors du précédent mouvement du 29 janvier dernier. 3 millions de manifestants selon la CGT, des fonctionnaires, des salariés du privé et beaucoup de retraités cet après-midi, notamment à Paris. Regardez ce reportage au cœur de la mobilisation sociale avec Pierre Bonne-Joseph. Elle est venue avec une copine, mais il y avait bien 20 ans qu'elle n'avait pas manifesté. Tout le monde doit être solidaire dans la crise qu'on traverse actuellement. Tous solidaires, comprenez, traités sur un pied d'égalité. Dans les cortèges, le mot d'ordre revient souvent. Le gouvernement aide davantage les entreprises et pas assez les personnes touchées par la crise. J'ai une petite dame qui a 800 € par mois. Comment voulez-vous? Elle a 350 € de loyer à payer. Comment elle fait? Comment elle mange? Elle achète 2 pommes au marché. Infirmières, professeurs, fonctionnaires, cette fois les salariés du privé aussi sont venus en nombre, comme ces ouvriers sous-traitants pour IBM qui craignent pour l'avenir de 1200 emplois dans l'industrie du semi-conducteur. La direction annonce qu'elle a des négociations soi-disant avec un projet russe. Ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans que les salariés sont dans l'attente. Donc on peut imaginer le climat social, les dégradations, avec aucune incertitude sur l'avenir. Et le risque du plan social, donc voire de la fermeture totale du site. Place de la Bastille, Anne-Françoise fait figure d'exception. Électrice en 2007 de Nicolas Sarkozy, elle n'a jamais travaillé mais est inquiète pour l'avenir professionnel de ses 4 enfants. Même après avoir fait des études, ils sont embauchés d'abord en stage, puis encore en stage, où ils remplissent des vrais jobs, où ils font exactement les mêmes horaires. 300 € par mois, qu'est-ce qu'on fait avec 300 € par mois? Les réponses du dernier sommet social n'ont visiblement pas apaisé les craintes des manifestants. Les syndicats, eux, maintiennent la pression. Mais ce sommet social débouche sur un mécontentement plus important qu'avant. C'est donc qu'il y a un problème. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment écouté. À chaque fois qu'il y a une aide publique, il doit y avoir un engagement de l'entreprise qui perçoit l'aide en termes d'emploi. L'entreprise ne veut pas, elle n'a pas d'aide publique. En déplacement à Bruxelles, le président de la République a dit qu'il comprenait l'inquiétude des Français, mais n'a pas annoncé de nouvelles mesures. Le service minimum a permis aux transports en commun de fonctionner relativement bien aujourd'hui. D'ailleurs, la CGT ne cache pas qu'elle souhaitait également amener les manifestants sur les cortèges. À noter ce soir que le ministère de la fonction publique annonce 21% de grévistes alors que s'ils étaient plus de 25% le 29 janvier dernier. En tous les cas, cette journée a été également fortement suivie dans les régions. Oui, du nord au sud de l'île à Marseille, bien plusieurs milliers de personnes ont défilé sous le soleil. Une ambiance plutôt bon enfant, mais avec des slogans déterminés, comme par exemple « ça passe ou ça casse », mais c'est dans la rue que ça se passe. Tous les secteurs sont représentés, public comme privé. Le point avec Saveria Rojek. Mobilisation réussie à Paris, 350 000 personnes selon les syndicats, 85 000 selon la police ont défilé. Des chiffres nettement supérieurs à la dernière journée du 29 janvier. Même affluence à Marseille où 320 000 personnes selon la CGT ont défilé. Si on s'y met tous ensemble, je pense qu'on y arrivera. Mais tous ensemble, tous ensemble,
Dans les transports, ce n'est pas le chaos attendu. À Paris, le trafic est quasi normal dans les métros. Situation plus difficile en revanche à la SNCF où 60% des TGV et la moitié des Transiliens circulent. Dans les couloirs de la gare Saint-Lazare, les usagers prennent leur mal en patience, même si la plupart soutiennent le mouvement. On voit le mécontentement un peu partout, dans toutes les catégories, donc il va falloir qu'on change de politique dans ce pays. Ça m'embête un peu la grève parce que c'est mon premier jour. Ça va faire plus de 20 minutes que j'attends. Comme en janvier, l'opinion publique soutient massivement le mouvement. Le gouvernement a lui d'ores et déjà prévenu, il n'envisage pas de nouvelles réponses au malaise social. Face aux graves incertitudes de l'emploi, eh bien, la fonction publique attire les jeunes de plus en plus. Un salon en témoigne à Paris. Oui, il faut dire qu'ils sont surtout séduits par la garantie de l'emploi offerte par les métiers de la fonction publique. Un argument de poids en période de crise. Au salon de l'emploi public est ouvert aujourd'hui ses portes à Paris. La demande était forte, beaucoup plus importante que l'offre. Jean-Baptiste Daoulas. Travailler pour l'État, Michel en rêve. La jeune femme a déjà un emploi dans le privé, mais rien qui corresponde à ses études littéraires. Je recherche en fait plus une profession liée à l'administratif, parce que dans le privé, il n'y a pas moyen d'évoluer réellement. Le secteur public offrirait donc plus de perspectives. Entre 2000 et 2015, l'État aura remplacé la moitié de ses fonctionnaires partis en retraite. Ainsi, en 2009, 72 000 embauches sont prévues. 38 000 dans la fonction publique d'État et 34 000 dans les collectivités locales. Quasiment, il y a l'ensemble des secteurs de la fonction publique qui recrutent, avec bien évidemment des focus plus importants sur les métiers de la petite enfance, les métiers du grand âge, et aussi beaucoup de possibilités de recrutement sur les services techniques dans les collectivités locales. Cette année, les offres de puéricultrices et d'assistantes sociales ont du mal à trouver preneur. Même chose pour les métiers techniques. Mais du côté des postes administratifs, les places sont chères. La dernière offre en moins de 15 jours sur un poste de secrétariat de direction, nous avons eu, sans faire de publication particulière, hors la publication légale, une centaine de candidatures. Pour Michel, la pêche n'a pas vraiment été fructueuse, mais elle garde espoir. Ils nous disent quand même que les CV sont travaillés pendant au moins une année. Donc même si aujourd'hui il n'y a rien, mais peut-être plus tard il y aura des choses intéressantes. Jusqu'à samedi, plus de 20 000 visiteurs sont attendus dans les allées du salon. Et c'est François Fillon qui réagira ce soir dans le 20h de TF1 à cette journée de grève. Nicolas Sarkozy est à Bruxelles pour le sommet européen. Oui, tous les dirigeants européens se sont retrouvés cet après-midi à Bruxelles pour faire le point sur les efforts de relance avec une ferme intention, résister aux appels américains à faire davantage lors du G20 du 2 avril. Les Européens estiment suffisant leur plan de relance. Un projet d'union entre les mutuelles Matmut, Massif et Maïf. L'union fait la force, telle pourrait être la devise de ces mutuelles en temps de crise. Les trois assureurs s'apprêtent à annoncer leur union. Objectif, constituer un grand pôle mutualiste mieux armé face à la crise. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir. Alors est-ce que cette union, est-ce que c'est la crise qui pousse finalement toutes ces mutuelles à s'unir? C'est une surprise, c'est pas une fusion, ça va être la création d'une holding commune pour mettre en commun des services, faire des économies d'échelle. Alors la crise, pas directement parce qu'aucune de ces mutuelles n'est dans le rouge. On ne peut pas comparer leur situation à celle des banques. Elles n'ont pas eu d'aide de l'État. En revanche, il y a quand même des nuages qui s'amoncellent. Donc il y a des raisons défensives à ce rapprochement. On le voit par exemple sur l'assurance vie, c'est une de leurs activités. C'est un secteur qui souffre. Et aujourd'hui, justement, elles ont besoin de se renforcer. L'autre aspect, c'est que justement avec la crise, eh bien, ces mutuelles qui, un peu comme les banques, collectent de l'argent à travers les primes ou à travers l'épargne, elles vont avoir besoin de répondre à des impératifs, à des règlements nationaux, européens, pour avoir des fonds propres pour sécuriser l'argent qui y est placé. Et ces exigences vont être de plus en plus fortes de par la réglementation qui se met en place un peu partout dans le monde. Et donc ce rapprochement va leur permettre de se solidifier. Il y a une raison offensive aussi à un tel rapprochement, c'est qu'il y a de nouveaux secteurs en friche pour ces mutuelles où elles ne sont pas encore très présentes. Je pense à l'assurance pour les personnes âgées dépendantes, au service à la personne. Et là, il y a une concurrence très vive qu'elles vont pouvoir affronter de façon plus efficace. Mais il y a tout de même une question qui se pose, c'est qu'il y a quelques années, on a déjà eu un rapprochement de 3 mutuelles à travers une holding commune. Là, on a ce nouveau rapprochement. Jusqu'à présent, quand on voulait assurer sa voiture, son appartement, on pouvait facilement comparer les prix. Est-ce que là, la concurrence va encore jouer? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir tenter de comparer pour obtenir la prime la plus basse? Il faudra quand même que les autorités de la concurrence, que ce soit en France ou au niveau de Bruxelles, se penchent sur le dossier.
Merci Emmanuel Kessler. Une manif n'en cache pas une autre. Les enseignants-chercheurs étaient également mobilisés aujourd'hui. Oui, ils étaient d'ailleurs très nombreux à manifester un peu partout en France. Dans ce contexte tendu, Valérie Pécresse a été auditionnée par les sénateurs au sujet de l'application de la loi sur l'autonomie des universités. La ministre de l'Enseignement supérieur a dû réexpliquer tous les points relatifs à cette loi. Delphine Girard. Pour une gestion moderne des universités, mais contre une gouvernance d'entreprise. À l'occasion de la semaine de contrôle du gouvernement, David Assouline a interpellé ce matin Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement et de la Recherche. Pour lui, l'application de la loi sur l'autonomie des universités conduit à la mutation des facs en véritables firmes. L'exemple de l'université de technologie de Troyes, fonctionnant déjà sous un régime dérogatoire de quasi-autonomie, montre les carences du nouveau statut créé par la loi LRU. Ainsi transformé en véritable PDG, le dirigeant de l'UTT a mis en place une gestion des ressources humaines fondée sur la flexibilité des conditions d'emploi des personnels. Par ailleurs, les projets de recherche sont sélectionnés plus en fonction des bénéfices financiers attendus que des transferts de technologies possibles vers le secteur privé, que de l'intérêt scientifique des travaux. Alors que le conflit dure depuis bientôt 2 mois, Valérie Pécresse a défendu point par point sa réforme devant les sénateurs, l'autonomie étant selon elle le seul moyen juridique pour assurer le rayonnement des universités françaises dans le monde entier. La réforme des modes de financement des universités est primordiale aussi pour réussir ce passage à l'autonomie, car elle doit rénover les liens entre l'État et les universités. Ces liens seront désormais contractuel. Il y aura un contrat d'objectifs et de moyens qui liera l'État et les universités. Contrairement à ce que j'ai entendu dire, évidemment, aucune privatisation des universités n'est en cours puisque 95% de la dotation des universités restera une dotation d'État. Demain, Valérie Pécresse reçoit les syndicats d'enseignants-chercheurs pour tenter de trouver une issue à ce conflit qui pourrait menacer l'organisation des examens. Une question qui ne doit pas être négligée malgré la gravité de l'actualité économique. La gastronomie française appartient-elle au patrimoine mondial ? Mais en tous les cas, Nicolas Sarkozy l'avait annoncé il y a 1 an. Il souhaite la reconnaissance par l'UNESCO du patrimoine gastronomique de la France. Une demande de classement au patrimoine mondial de l'humanité va être déposée dans les prochains mois. Au Sénat aujourd'hui, un colloque s'est tenu justement pour peaufiner cette candidature française. Anne-Louise de Rohan. Une telle candidature, c'est une première. La gastronomie française pourrait bien faire partie du patrimoine de l'UNESCO. Et c'est la sénatrice Catherine Dumas qui a été chargée de préparer le dossier de la France. Depuis 1 an, nous travaillons donc sur cette candidature. Aujourd'hui, nous avons un colloque qui finalise le dossier de candidature. C'est donc un colloque très technique avec nombre universitaires qui viennent plancher. Et le dossier après va être remis à Christine Albanel qui le déposera sur le bureau de l'UNESCO. Et pour obtenir ce précieux label, la France doit notamment s'engager à transmettre cet héritage culinaire aux jeunes générations. Ce que fait ce chef de l'école hôtelière de Paris. Dans les lycées hôteliers comme le nôtre, les petits viennent chez nous pour déjeuner et rencontrer des saveurs nouvelles. Et ce qui est bien, ils rentrent chez eux, après ils sont exigeants, ils demandent aux parents d'améliorer leur cuisine. Mais le combat n'est pas gagné car ce savoir-vivre n'est plus aussi fort qu'avant. Il y a un risque aujourd'hui pour que on perde le sens de ce patrimoine et cette exigence de qualité face à l'uniformisation, à l'automatisation, à l'industrialisation des arts du goût. Donc voilà, la reconnaissance comme patrimoine fait partie de la bataille pour la défense de cette qualité et de cette valeur. La France déposera donc son dossier en août et devra patienter jusqu'à fin 2010 pour connaître le verdict des Nations Unies. Une chose est sûre, les Français sont toujours aussi gourmands. Allez, restez avec nous tout de suite, la suite de 18h. Nos invités tirent les leçons de cette journée de mobilisation sociale. On vous le disait dans ce journal, beaucoup plus importante que la précédente. Plusieurs invités donc d'ores et déjà avec nous alors qu'on attend Luc Châtel, porte-parole du gouvernement, qui réagira au téléphone dans quelques instants. Benoît Roger Vasselin, bonsoir. Vous êtes chargé des relations du travail et de la politique de l'emploi au MEDEF. En face de vous, Alain Vidalis, secrétaire national du PS, chargé du travail et de l'emploi, et François Dupuis, sociologue spécialiste des relations sociales. Laurence Parisot a maintenu ce matin ses accusations de démagogie portées contre les grèves. Benoît Roger Vasselin, est-ce que vous partagez l'opinion de votre présidente alors que la grève du jour et les manifestations, et on l'a vu dans les reportages, traduisent d'abord une angoisse ?
Je pense que vous avez parfaitement raison de dire qu'elles traduisent d'abord une angoisse. En effet, ce qu'a voulu dire Laurence Parisot, c'est qu'elle considérait que ça n'était pas forcément la meilleure manière de faire face à cette angoisse que de s'exprimer d'une façon qui se faisait s'opposer les salariés aux entreprises et les entreprises au pouvoir public. Alors, effectivement, on a immédiatement monté en épingle ce mot de démagogie. Je pense que ce qui est beaucoup plus important, me semble-t-il, c'est d'exprimer que nous comprenons parfaitement l'angoisse qui est exprimée, mais qui, pour autant, il faut maintenant faire face et que les solutions, c'est ensemble et ensemble seulement que nous parviendrons à pouvoir les exprimer. Est-ce que ça n'est pas plutôt rassurant finalement que cette angoisse soit canalisée dans les rues par les syndicats? Car on a beaucoup évoqué des risques de dérapage vers la violence ces derniers jours. Nous avons de toute façon le respect absolu pour le droit de manifester, qui fait partie des libertés publiques, et pour les organisations syndicales qui l'organisent. Nous avons le droit de ne pas partager leur point de vue tout en respectant parfaitement la façon dont elles s'expriment. Mais nous souhaitons pouvoir également nous exprimer nous-mêmes. Très bien, c'est ce que vous faites ce soir. On va continuer ce débat. Nous avons en ligne Luc Châtel, secrétaire d'État au commerce et à l'industrie et aussi porte-parole du gouvernement. Bonsoir Monsieur Châtel. Bonsoir. On parle aujourd'hui au commerce mais à l'industrie. Exactement, voilà. Vous avez rappelé le titre entier. Selon la CGT, il y a aujourd'hui 3 millions de manifestants. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui la réussite de cette nouvelle journée de mobilisation sociale ? Écoutez, nous avons, d'après les informations que nous récupérons progressivement, une mobilisation qui est comparable à ce qu'elle a été fin janvier. On a moins de mobilisation des grévistes, on a un taux de grévistes dans la fonction publique qui est inférieur de 4 à 5 points à ce qu'il était à la fin du mois de janvier, et on a une mobilisation dans les manifestations qui est comparable. Donc voilà, il faut la constater, il faut en prendre acte. Vous savez, il y a des inquiétudes dans le pays, il y a des inquiétudes chez les salariés face à la crise, et le gouvernement entend ce message d'inquiétude et il y répond massivement par l'accélération des mesures. La vraie réponse au mouvement d'inquiétude que nous avons connu aujourd'hui, eh bien, c'est que par exemple, dans 15 jours, on verse aux foyers les moins favorisés une prime de 200 € d'anticipation du revenu de solidarité active. Alors est-ce que néanmoins, là vous citez des mesures qui ont déjà été prises, est-ce que le gouvernement va accepter de se remettre autour d'une table de négociation avec les syndicats ? Mais vous savez, le sujet, c'est ni la surenchère et le comptage des manifestants, ni la surenchère des plans de réaction à la situation. Le vrai sujet, c'est de sortir au plus vite de la crise et c'est de répondre aux inquiétudes des salariés. Eh bien, en anticipant la mise en œuvre des mesures qui ont été présentées aux organisations syndicales le 18 février, c'est-à-dire après qu'ils aient décidé du mouvement d'aujourd'hui, nous répondons directement à leurs inquiétudes. Quand on va augmenter, par exemple, le minimum vieillesse de 7% le mois prochain, pour les salariés qui manifestaient aujourd'hui, ou bien pour les retraités qui manifestaient aujourd'hui, c'est une vraie réponse. Mais Luc Châtel, on attend des mesures, on attend des choses nouvelles maintenant ce soir. Oui, je ne suis pas sûr que le sujet ce soit nouveau, pas nouveau. Le sujet, c'est réponse à l'inquiétude. Les salariés, les 6 millions de Français, les 6 millions de foyers qui vont voir leur impôt sur le revenu diminuer en 2009, eh bien, c'est une vraie réponse aux inquiétudes qui se sont traduites aujourd'hui. Mais Luc Châtel, depuis le 29 janvier, les effets de la crise se sont quand même accentués. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, d'évaluer l'aide qui a été accordée et les besoins, les nouvelles revendications aujourd'hui? C'est pas un projet que vous avez en tête aujourd'hui? Non, mais qu'on évalue nos dispositifs en permanence, ça, nous avons toujours dit que nous y étions favorables. Simplement, vous savez, nous avons été sans doute le pays qui a réagi le plus vite à l'ampleur de la crise. D'abord en réagissant pour soutenir, finalement répondre à l'origine du mal, c'est-à-dire la crise financière. Le premier pays en Europe à adopter un plan de relance. Tout ça s'est mis en œuvre, a été adopté au début de l'année par le Parlement, et on commence progressivement à le voir dans les carnets de commandes, mais ça monte en puissance progressivement. Et le président de la République, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que les plus fragiles, on réponde à leurs inquiétudes le plus vite possible. Clairement, il exige que d'ici le mois de juin, toutes les mesures qui ont été présentées le 18 février, elles soient concrètes et elles soient chez les Français. Donc, une accélération du calendrier, dites-vous, ce soir, Luc Châtel, est-ce que des pistes néanmoins pourraient être ouvertes? On évoque notamment l'emploi des jeunes. Vous savez, l'emploi des jeunes, c'est ce qui mobilise au quotidien tout le gouvernement, c'est ce qui mobilise l'action de Laurent Wauquiez. Encore une fois, je vous dis, le but d'une telle journée, c'est pas à la fin de faire le bilan et de tomber à chaque fois dans une surenchère ou d'avoir un sommet après chaque manifestation de ce type. Le but pour les gouvernements, c'est à la fois
de fixer le cap et de le garder, de garder son sang-froid, mais en même temps d'entendre les inquiétudes et les interrogations des Français. On a une crise mondiale, on n'est pas les seuls aujourd'hui dans ce cas. Et je peux vous dire qu'autour de nous, pour rencontrer mes homologues et discuter au quotidien avec les industriels, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, il y a un impact qui est beaucoup plus fort dans la crise. Alors, je sais très bien que c'est pas une réponse tangible aux inquiétudes d'aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous dans le même bateau et le gouvernement, il prend vraiment en compte l'inquiétude des plus démunis en réagissant et en mettant en œuvre plus rapidement les mesures qui ont été décidées il y a quelques semaines. Luc Châtel, une dernière question, plutôt une confirmation peut-être de votre part. Sur notre antenne sur Public Sénat, le sénateur Philippe Marigny avait parlé de Gerhard Schröder comme médiateur dans le dossier Continental. Est-ce que vous le confirmez? Écoutez, je ne peux pas le confirmer à ce stade. Bien. Bon, et vous vous êtes exprimé fortement sur ce dossier il y a quelques jours, Luc Châtel. On verra ce soir à 20h, donc, si François Fillon ouvre des pistes nouvelles, puisque ce soir, vous nous confirmez que la réponse du gouvernement est d'accélérer ce qui a déjà été annoncé lors du sommet social. Alain Vidalis, bonsoir. Vous avez écouté le ministre, porte-parole du gouvernement. Que pensez-vous de sa réponse à cette journée de mobilisation sociale? Je veux dire que je suis un peu atterré. On vient d'entendre un représentant du gouvernement qui dit tout va bien, le gouvernement est content de lui, les Français ne sont pas contents du gouvernement, mais ils n'ont rien à dire, rien à proposer. Je pense que c'est assez affligeant. Alors il dit que le gouvernement a déjà mis beaucoup de choses sur la table. Les gens qui manifestent aujourd'hui connaissaient ce que le gouvernement avait mis sur la table et ils ont organisé cette deuxième manifestation. Parce que c'est ce qu'il dit le gouvernement, c'est que peut-être que toutes ces mesures n'ont pas été assez claires. Il y a une plateforme qui a été faite par toutes les organisations syndicales, il y en a 8, et il y a un certain nombre de points qui ne touchent pas à la crise, qui touchent à la politique de ce gouvernement, et il y en a 3 essentiellement, qui sont cette folie de la législation sur les heures supplémentaires, qui coûte quand même 3 milliards d'argent aux contribuables. On est le seul pays à avoir inventé un système aussi absurde. C'est quand même pas déraisonnable de dire est-ce qu'on pourrait peut-être essayer d'éviter d'utiliser l'argent des contribuables pour une machine à détruire les emplois. Deuxièmement, l'emploi public. Ce gouvernement en pleine crise fait la leçon à tout le monde, y compris parfois aux entreprises, mais enfin, il supprime, lui, 30 000 emplois, c'est le plus grand plan social, donc on pourrait y revenir dessus. Et puis la question du bouclier fiscal. On cherche des moyens, mais je veux dire, même face à la crise, ça c'est la politique du gouvernement. On a quand même appris aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, qu'il y a 755 heureux bénéficiaires qui vont toucher un chèque de 360 000 €, c'est-à-dire 30 années de SMIC. Ça, c'est le résultat de la politique de M. Châtel et du gouvernement. Et c'est ce que les manifestants aujourd'hui demandent de remettre en cause. Justement, les manifestants, on vient d'avoir un nouveau chiffre, selon la police, qui parle de 1 200 000 manifestants, donc par rapport aux 3 millions de la CGT. C'est le rituel de ces jours de manifestation. François Dupuy est avec nous, sociologue, spécialiste des relations sociales. Votre commentaire sur le climat et cette confirmation ce soir que les manifestants et le gouvernement ne parlent pas le même langage. Oui, je crois qu'on est pour une bonne partie dans le dialogue de sourds. Mais pour sortir peut-être d'une vision du débat de l'immédiateté polémique, que je ne récuse pas, qui me paraît tout à fait normal et démocratique, pour reprendre ce que disait M. Châtel, moi je dirais la crise financière, c'est pas elle qui a créé la situation aujourd'hui. La crise financière est un formidable accélérateur de la détérioration du travail et d'une façon générale d'ailleurs de la détérioration de la condition de toute une série de salariés dans notre pays. Je voudrais renvoyer par exemple à l'excellent livre de Louis Chauvel sur les classes moyennes à la dérive. Le terme est extrêmement fort. Et donc l'inquiétude et même la peur, on peut dire, et la souffrance, car on peut parler de souffrance au travail, est quelque chose qui a bien précédé cette crise financière. Et c'est un phénomène qui est effectivement un phénomène mondial, dans la mesure où nous ne pouvons plus, depuis la crise pétrolière, faire fonctionner la pompe qui permettait de prélever sur le sud ce qui nous permettait d'être riches dans le nord. Du coup, comme la pompe ne fonctionne plus, la lutte pour savoir comment on va répartir des richesses qui sont de plus en plus rares tend à s'accroître, et aujourd'hui la question qui est posée est celle-ci. Je voudrais juste rajouter un point. La question qui nous est posée aujourd'hui, elle a un premier caractère de gravité, c'est comment on répartit au sein de notre population les efforts, et là on voit bien qu'il y a une discussion dont on vient entendre une partie des termes ici, mais en même temps, et je crois qu'il faudrait surtout pas l'oublier, c'est comment on répartit entre les générations les efforts qui sont demandés. Car voyez, aujourd'hui,
aujourd'hui dans la revendication, dans l'immédiateté du fait qu'il faudrait répartir autrement, il y a en même temps implicitement un transfert de l'effort qui est demandé vers les générations futures. Donc c'est pas simplement un problème qui est un problème transversal, c'est aussi un problème qui est intergénérationnel. Alors Benoît-Roger Vasselin, et même question à Alain Vidalis, est-ce que la réponse à cette crise peut passer par la grève? Est-ce que c'est juste un moyen d'exprimer sa colère ou est-ce qu'on peut attendre une réponse après cette journée de mobilisation? Benoît-Roger Vasselin. Écoutez, la grève fait partie aussi des droits constitutionnels et par conséquent, si les organisations syndicales considéraient que la grève est la réponse, libre à elles de le faire. Notre projet est différent. Laurence Parisot a écrit aux organisations syndicales il y a maintenant 3 semaines pour demander d'aller dans 2 directions. Une direction pour travailler sur le court terme, en matière de chômage partiel, en matière d'adaptation de la formation professionnelle, en matière d'assurance chômage. Et d'autre part, une option de moyen terme qui consiste parallèlement à essayer de travailler sur la poursuite de la modernisation du marché du travail. L'année 2008 a été une année très faste. Je pense que ce n'est pas François Dupuis qui me démentira, en accord signé par les partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales, et nous souhaitons poursuivre ce travail de modernisation. Nous pensons en quelque sorte que pendant la crise, la modernisation des relations sociales en France doit continuer. Pour le reste, je serai très bref, je partage parfaitement l'analyse que vient de décrire François Dupuis sur les problèmes plus fondamentaux et plus anciens. Qu'est-ce que vous répondez au MEDEF quand il met sur la table effectivement comme chantier prioritaire la modernisation du marché du travail dans ce contexte? Oui, je trouve qu'avec le mot utilisé ce matin, que vous n'avez pas repris, sur la démagogie des manifestants, la lettre que vous avez envoyée aux organisations syndicales en pleine crise, qui est plus précise que ce que vous dites, c'est la sécurisation des licenciements économiques. C'est-à-dire que la préoccupation principale aujourd'hui, dire à ces gens qui sont dans la rue, qui sont dans la souffrance, que ce qu'il faut c'est sécuriser les entreprises lorsqu'elles veulent faire des licenciements économiques, franchement je pense qu'on est un peu dans cette affaire comme ce qui s'est passé hier. On a appris aujourd'hui à l'Assemblée nationale que dans cette crise, à la Société Générale, on a alloué 150 000 stock options à 4 dirigeants de la Société Générale, plus un certain nombre de cadres, sans respecter même ce que vous aviez vous-même écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Pendant la crise, les affaires continuent. Et tout ça, je crois que c'est au cœur de ce que les gens qui sont dans la rue et qui souffrent ne veulent plus voir. Et ça, c'est pas la crise, c'est une réponse française. Monsieur Vidalis, je respecte votre point de vue, mais je pense qu'il faut que vous fassiez une citation exacte. La lettre, je la tiens à votre disposition, elle parlait de 2 choses. Sécuriser les parcours professionnels des personnes touchées par le licenciement économique, il s'agit des salariés, et parallèlement, sécuriser les entreprises qui sont obligées d'avoir recours à ce type de solution, sachant que c'est la solution ultime parce qu'elle passait avant tout par une sécurisation du chômage partiel, c'est-à-dire de tout faire pour éviter les plans sociaux. Donc, soyez intellectuellement honnête, s'il vous plaît, par rapport à ça. C'est une situation très difficile. Non, mais je comprends très bien qu'on ne partage pas ce point de vue. Mais encore faut-il le restituer d'une façon intègre. C'est quand même une drôle d'idée. Alors, j'interrogeais le ministre tout à l'heure sur la piste des améliorations qu'on pourrait trouver pour l'emploi des jeunes. Gérard Larcher a suggéré, lui, par exemple, de rendre obligatoire des contrats d'apprentissage dans les entreprises. Qu'en pense le MEDEF ? Je pense que tout ce qui est obligatoire ne correspond pas à ce dont actuellement ont besoin les entreprises. En revanche, nous avons proposé de développer considérablement les contrats d'apprentissage. Donc en dehors de l'aspect obligatoire, je pense que c'est une bonne piste. Je pense que tout ce qui peut répondre à l'angoisse des jeunes sera positif. Mais la principale arme, c'est de développer la formation en alternance et les contrats en alternance dans les entreprises. Voilà au moins un point d'accord entre vous et nous. Mais ça fait longtemps que le Parti Socialiste réclame ça. Oui, un dernier mot, parce que vous voyez, on est bien dans un débat qui est purement un débat d'opposition. Alors que il faudrait, je crois, comprendre une chose, et je pense qu'au MEDEF, j'espère qu'au MEDEF, on la comprend. N'est-ce pas? Fondamentalement, aujourd'hui, pour ne pas parler la langue de bois, il faut dire que les entreprises, elles sont ballottées. Je veux dire, leur degré de visibilité sur l'avenir est quasi nul. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça produit comme effet sur les salariés? Mais ça produit une perte totale de confiance des salariés dans des entreprises qui sont incapables de leur dire quelque chose de très clair sur l'avenir. Alors, c'est pas le dirigeant qui est mis en cause, c'est l'aléa du monde économique dans lequel on se trouve. Et alors, du coup, tout petit événement qui se fait jour, eh ben,
apparaît comme une injustice tout à fait fondamentale. Et du coup, aujourd'hui, le sentiment que l'on a, c'est on ne peut plus avoir confiance en personne et on est dans un monde qui est un monde fondamentalement injuste. Et je voudrais terminer en disant un point. Je suis d'accord avec ce que vous... Une note d'espoir, s'il vous plaît, Alors, François Dupuis. non, je vais donner une note d'espoir. Justement, je voudrais reprendre ce qu'a dit Monsieur Grossure tout à l'heure. C'est vrai que moi-même, vous voyez, qui suis un observateur extérieur, j'ai pas compris les propos de Madame Parizeau quand elle a parlé d'irresponsabilité des syndicats, car moi j'ai le sentiment inverse. Heureusement qu'aujourd'hui les syndicats ont un sens des responsabilités absolument remarquable, parce qu'effectivement, vous voyez très bien qu'il y a des franges politiques qui n'attendraient que le moment où il y aurait des dérapages pour les pousser à leur point maximum. Donc, moi je dis tant que les syndicats arrivent à contrôler ça... Les propos de Mme Parizeau, finalement, auront pour effet de renforcer la CGT, finalement, au bout du bout. Non, Laurence, juste un mot là-dessus. La responsabilité des syndicats français est remarquable. On l'a déjà dit, on l'a redit, et je viens de rendre hommage à leur travail au cours de l'année 2008. Laurence Parizeau a parté d'une branche de la CGT qui est celle des dockers à Marseille, dont tout le monde sait quel a été le rôle. Il faut juste restituer les choses dans leur contexte. Merci à tous. Allez, tout de suite, la suite du 18h. Restez avec nous. On a de nouveaux invités sur ce plateau, mais avant cela, on parle de la réponse du gouvernement à cette nouvelle journée de mobilisation de la com. Dès ce matin, dans les journaux, pour vanter les mesures déjà prises pour aider les ménages les plus modestes. Luc Châtel vient de nous en parler. De vive voix, il y a un instant. Regardez ce reportage d'Alain Ritchie. En période de crise, communication de crise, c'est le nouveau slogan du gouvernement. Pendant 10 jours, l'exécutif se paye des encarts publicitaires dans les journaux pour vanter les mesures gouvernementales. Coût de l'opération, 1 900 000 €. Quand il y a une inquiétude qui monte, qu'il y a une prise de conscience de la crise mondiale, qu'on a dit c'est tragique, ça va changer, ça n'a jamais été aussi grave, ce qu'a dit le président Sarkozy lui-même. Il ne peut pas 2 mois après faire passer des encarts de publicité ou de communication publique en disant non, c'est pas si grave. Pour la communication de crise, il y a bien sûr des budgets débloqués, mais surtout des équipes très fidèles. Le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, a fait le ménage. Fini la réunion des ministres chouchous du président trop bavard. Retour aux fondamentaux avec Brice Hortefeux, le ministre des Affaires sociales, Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP et quelques conseillers directs du président. Nous sommes confrontés à un vent de désinformation. Il est apparu nécessaire de multiplier les porteurs de messages. Le fond du message est toujours le même, mais il y a une diversité de porteurs, ce qui permet, en fonction de la nature des uns et des autres, de leur style, eh bien, de toucher davantage dans la population nos concitoyens. Occuper le terrain reste le maître mot pour l'exécutif et désormais c'est François Fillon qui est sur le devant de la scène. Le Premier ministre est infusible et le Président de la République est en appel. Bon, le président Sarkozy, il a complètement brouillé cette carte puisque depuis le début, il a dévalorisé le rôle du Premier ministre, il assume toutes les fonctions politiques, gouvernementales et communicationnelles. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus lui-même ne peut pas être complètement attaqué. Donc on est typiquement dans un cas où en fait il va vouloir remettre en selle le Premier ministre comme fusible pour que l'ensemble des critiques ne l'atteignent pas directement. Même le web n'échappe plus à la com gouvernementale. Le ministère de la Recherche a acheté des liens sur Internet pour contrer les cyber-opposants à la réforme de l'enseignement supérieur. Allez, on parle tout de suite de la communication du gouvernement face à cette nouvelle journée de mobilisation. Vous venez de le voir dans le sujet, tous les ministres et les conseillers sont priés de monter au front pour défendre la politique du gouvernement. Avec nous pour en parler, Philippe Dallier, sénateur UMP de Saint-Denis, Jean-Pierre Bel, président du groupe PS au Sénat, Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'Institut Zama, et Gérard Askiri, secrétaire général de la FSU. Vous l'avez peut-être entendu, Luc Châtel, qu'on a eu au téléphone, parle de moins de grèves dans la fonction publique aujourd'hui. Il y a peut-être un peu moins de grévistes, mais il y a plus de manifestants. Mais moi, je trouve positif une situation où manifestement la montée en puissance du mouvement se fait à travers une participation accrue des salariés du privé. Et je pense que c'est la situation aujourd'hui. Et c'est un élément nouveau, extrêmement important selon moi. Vous confirmez, Philippe Dallier, effectivement, qu'il y avait beaucoup de communes, oui, ça se tenait à peu près par rapport à la grève précédente. Les chiffres étaient à peu près identiques et dans mes écoles primaires et maternelles, le nombre d'enseignants en grève était à peu près identique également. Il y avait un peu moins, mais c'était tout de même largement majoritaire. Il faut tout de même corriger le D'ailleurs, propos. Gérard Askiri, vous annoncez déjà une nouvelle manifestation. Hein. On n'annonce pas. On se rencontre demain avec les autres organisations. Nous, on pense qu'il pourrait y avoir une nouvelle manifestation sans grève,
un samedi. Bon, on met ça sur la table et on va en discuter. Je sais pas ce qui sortira de la réunion de demain. Je ne sais juste rien. Quand vous dites majoritaire, il n'y a pas 50% de grévistes dans ma commune, en tous les cas. Je sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais dans la fonction publique territoriale, il n'y a pas 50% de grévistes. Je parle de l'enseignement de l'éducation et notamment de l'enseignement primaire où on a estimé à 59% le nombre d'enseignants. Bon, Jean-Pierre Bel, vous avez entendu Luc Châtel également. François Fillon s'exprimera ce soir à 20h. A priori, il ne devrait pas faire d'annonce. Comment est-ce que vous réagissez alors que l'on connaît peu ou prou maintenant la réponse du gouvernement à cette nouvelle journée? J'ai envie de vous parler d'un petit animal de mes Pyrénées qui est le coq de bruyère. Vous savez, le coq de bruyère, à une certaine période du rut, c'est le moment où on peut l'approcher. Pourquoi on l'approche? Parce qu'il se met à caqueter. Et quand il caquette, il devient sourd et aveugle. Et donc on se précipite pour s'approcher de lui. Il ne faudrait pas que ce gouvernement soit pris par le syndrome du coq de bruyère. Et s'il n'est pas capable de voir qu'aujourd'hui, il y a eu une mobilisation qui était tout à fait exceptionnelle, près de 8000 manifestants dans mon petit département d'Ariège, à fois 10 000 habitants, eh bien je crois qu'il ferait de grosses erreurs. Qu'est-ce que vous attendez concrètement comme réponse? Alors que le gouvernement explique qu'il a déjà mis beaucoup de mesures sur la table, il communique effectivement sur ce thème-là dans la presse ce matin, et puis les ministres tout au long de la journée. Je pense que les organisations syndicales ont de manière très responsable présenté une plateforme de revendications et de propositions par rapport à la situation d'aujourd'hui. Parce que quand même, il faut sentir quelle est la situation, l'exaspération sociale. Je vais reparler de mon département où on voit les usines textiles fermées les unes après les autres. Un équipementier automobile, de textile automobile, leader mondial du textile automobile, en grande difficulté. On ne sait même pas s'il va pouvoir continuer à fonctionner. Et tous ces gens, comment pensez-vous qu'ils le ressentent dans leur chair? Alors il faut donner du grain à moudre. Et donc nous, vous le savez, nous pensons qu'on doit donner du pouvoir d'achat. Vous connaissez les propositions du Parti socialiste dans ce domaine. Je ne vais pas les rappeler, je ne suis pas là ce soir. Martine Aubry demande par exemple une prime de 500 € pour les ménages. Pour les bas salaires et ceux qui bénéficient des minima sociaux. Bon, il y a d'autres propositions. Les organisations syndicales formulent également des propositions. Il faut les prendre en compte. Et qui la paye cette prime de 500 €? Les entreprises? Bah, écoutez, vous savez, on peut annoncer comme ça tout 500, pourquoi pas 600, pourquoi pas 300. Moi, je veux bien, si vous voulez, mais il faut nous expliquer à ce moment-là comment on finance tout ça. Soit de vous demander que l'État. Non, mais on peut parler de tout. Il n'y a pas de problème. On peut parler de tout, mais lorsqu'on annonce des choses comme ça et que l'on laisse miroiter à des gens qui effectivement sont en attente de pouvoir d'achat, il faut aller jusqu'au bout et expliquer. Voilà, le déficit cette année, c'est 103 milliards prévisionnels. Où sera-t-il? Qu'est-ce qu'on peut accepter? Si ce sont les entreprises, est-ce qu'on imagine que toutes les entreprises pourront mettre sur la table cette somme-là? Expliquez-nous. Monsieur Dallier est en train de nous expliquer que rien n'est possible. Non. Rien n'est possible. Laissez-moi terminer. Et dans le même temps, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Lorsque le président Obama, qui a dit yes we can, est capable, lui, de mettre de l'argent pour renforcer le pouvoir d'achat des salariés, lorsqu'il décide de taxer aujourd'hui les plus fortunés dans son pays, je pense qu'on ne peut pas le traiter comme on pourrait me traiter moi-même d'irresponsable. Donc ce qui se passe ailleurs est peut-être reproductible dans notre pays. On n'est pas totalement irresponsable sur ce sujet. Mais je ne dis pas que vous êtes irresponsable, je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que si vous faites miroiter aux gens la possibilité de percevoir 500 €, ce qui n'est pas rien, il faut dire comment vous les financez. La dette publique aujourd'hui, vous savez ce qu'elle est, 1300 milliards d'euros de dette. Le déficit pour l'année qui vient, vous savez ce qu'il est, 103 milliards prévisionnels, et ça pourrait bien être plus. Donc jusqu'où pouvons-nous aller? Voilà. Donc on a vu ce qui s'est passé aux Antilles. C'est vrai que la situation n'était pas comparable. Les 200 € ont été trouvés. On ne sait pas trop ce qui en sera dans 2 ans, parce que chacun y a mis un peu de sa poche. On a vu les réactions des chefs d'entreprise, qu'on peut comprendre aussi. C'est-à-dire que l'argent, on le fabrique pas dans le sous-sol de l'entreprise ou dans le sous-sol de la Banque de France, encore que, et il n'est pas distribué comme ça. Donc il y a vraiment, on doit faire un effort de responsabilité tous, aussi bien effectivement le gouvernement que l'opposition, et aussi que les chefs d'entreprise, parce qu'il y a effectivement des choses choquantes. Vous en avez parlé précédemment, ce qui se passe dans certaines entreprises, les gens ne le comprennent pas. Donc il faut que chacun effectivement prenne en charge ses responsabilités. Nous ne sommes pas sur la même logique, Monsieur Dallier et moi. Nous disons effectivement récupérons les milliards qui ont été attribués pour exonérer les plus riches dans ce pays. Commençons par cela. Et là, on a déjà une marge de 8 milliards. Combien? 8.
Et on a déjà les moyens de donner, de quoi augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Alors on va poursuivre ce débat. Juste un point sur les sondages avec Jérôme Sainte-Marie. La politique du gouvernement fait aujourd'hui l'objet d'un rejet de l'opinion. Dans les sondages qu'on a vus, c'est François Fillon qui intervient ce soir au journal télévisé de TF1. Est-ce qu'il devient plus audible que le président? En tout cas, c'est lui qui prend les coups aujourd'hui? D'une part, je suis pas sûr qu'il y ait rejet ou qu'il y ait encore rejet. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une déception vu l'absence de résultats sur l'emploi, enfin vu les chiffres catastrophiques sur l'emploi, et il y a une déception également par rapport aux promesses, mais ça s'éloigne un peu. En tout cas, ce qui est certain, et ça ne change pas par rapport aux journées précédentes, c'est le soutien très majoritaire, je dirais même presque trop majoritaire, parce qu'on a du mal à l'interpréter à ce point-là, de l'opinion par rapport à la grève. C'est-à-dire que la journée précédente est soutenue par 69% des Français, elle est aujourd'hui soutenue par 74%. De là, deux changements. C'est une déception qu'ils expriment, c'est ça ce que vous Oui, dites? alors justement, c'était jusqu'à présent une déception. Je crois qu'il y a deux nouveautés en termes d'opinion aujourd'hui. D'une part, le fait qu'on est moins dans la protestation, mais plus dans le conflit social. C'est-à-dire qu'il y a un début de rejet, effectivement, qui est notamment lié au débat en cours sur la fiscalité. Sur le bouclier fiscal, ça tombe au pire moment de ce point de vue-là pour la communication gouvernementale, puisque les gens se disent finalement, mais oui, il y a de l'argent. D'ailleurs, la preuve, c'est que certains reçoivent des chèques du fisc, etc., etc. Bref, on a un élément d'opinion qui est extrêmement violent. Alors que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on le précise, a refusé de revenir sur le bouclier fiscal. Et après, il y a une autre difficulté, pour reparler, alors c'est pour le gouvernement, mais il y a une autre difficulté, je crois, auxquels vont être confrontés les syndicalistes, c'est finalement, face à des mouvements aussi importants, aussi soutenus, faut-il continuer par ce rythme comme ça, mensuel, une journée de grève ou pas de grève, etc. Ou bien est-ce qu'on est en train de rentrer dans un mouvement de grève durable et continu? Alors, est-ce que je réponds à cette question? C'est la polémique Chirac-Besancenot, grosso modo. Oui, mais je pense que les termes ne sont pas ceux-là. Il y a besoin de journées qui soient des journées de tous ensemble, de rassemblement. Et la question se pose, est-ce qu'on doit attendre 1 mois et demi pour avoir une nouvelle journée? Je pense que non. Mais il y a par ailleurs des mouvements qui continuent sur leur lancée propre, avec leur rythme propre. Et les deux s'alimentent. Je pense par exemple à ce qui se passe dans l'université et l'enseignement supérieur. Et à mon avis, il faut raisonner en ayant les deux. Des moments de tous ensemble et après des moments de revendication spécifiques où s'expriment des secteurs particuliers. Mais aujourd'hui, Gérard Asquet, le dialogue social n'est pas rompu. Des rencontres sont prévues avec le gouvernement à un certain niveau, avec le ministre Hortefeux ou avec le Premier ministre François Fillon. Oui, mais le dialogue social, c'est pas seulement des rencontres. Le dialogue social, ça doit aboutir, ça doit être des négociations, ça doit aboutir à des réponses. Enfin, les questions qu'on pose, c'est la question de l'emploi, c'est la question des salaires, c'est la question de ce qu'on appelle des amortisseurs sociaux qui font qu'on nous dit qu'en France, aujourd'hui, les effets de la crise sont moins graves qu'ailleurs parce ça, que... Vous ne contestez pas. Mais non, mais ce qu'on dit, c'est jouons là-dessus. On dit que plus de 30% de la richesse nationale se transforme en amortisseurs sociaux. Mais oui, en donc, aide, RMI, mais chômage, etc. Quand on vient nous dire ensuite déficit, dépenses, ces dépenses, une partie de ces dépenses, elles contribuent à jouer ce rôle d'amortisseurs sociaux. Et moi, je dis, jouons là-dessus, notamment... Oui. Enfin, on ne peut pas non plus laisser penser aux gens qu'on peut creuser sans fin les déficits pour créer de l'amortisseur social sans fin, sans qu'il ne se passe rien au bout du compte. C'est-à-dire que l'amortisseur ne rapporte pas quelque chose. Qu'il faille des amortisseurs, c'est certain. Mais il faut aussi que tout le monde prenne bien conscience que les déficits, pendant 30 ans, puisque ça fait 30 ans qu'on accumule déficit public sur déficit public, au bout d'un moment, ça se paye. Et aujourd'hui, on est dans la pire situation, puisqu'on a une crise financière internationale très dure qui nous touche, et de l'autre côté, la situation propre du pays, sa dette et son déficit budgétaire fait qu'on a moins de capacité que d'autres, certainement, pour amortir. Donc si l'idée c'est de dire distribuons encore de l'argent que nous n'avons pas, creusons les déficits et ça ira mieux l'année prochaine, mais non, parce que l'année prochaine on aura plus de dettes à rembourser, voyez-vous, et on aura encore moins d'argent à distribuer. Sauf si cet le problème de ce pays, crée des richesses. Ah ben oui, non, mais là on est d'accord. Mais voilà. attendez, faut pas. C'est ce que j'allais vous dire. Si c'est pour créer de la valeur, pour créer de la richesse à partager, c'est d'accord. Mais là, le plan de relance du gouvernement, c'est dans cette direction-là qu'il va. Mais s'il s'agit de dire distribuons 500 € à tout le monde pour soutenir la consommation, qui ne s'est pas encore, heureusement, et j'espère que ça ne sera pas le cas, effondré dans ce pays, c'est une autre logique. Oui, on a un problème de création de richesse dans ce pays. On a un problème d'exportation. On a un problème d'offre. On n'a pas un problème de demande. On n'a pas une offre qui nous permet d'exporter, de faire fonctionner notre industrie. Et ça, c'est le vrai problème. Très et bien. on a un problème fiscal. Merci, messieurs. Jean-Pierre Bel, vous avez vu qu'il y a eu quelques éminences socialistes le long du cortège, pas dans le cortège.
Gérard Asqueri. J'ai vu tous les partis politiques étaient le long du cortège. Enfin, tous les partis politiques de gauche. Oui. Je ne crois pas qu'il y avait de banderole UMP. Qui a choisi le cercle d'hiver pour les politiciens? Je crois qu'il ne faut pas là s'enferrer dans un faux débat. Le Parti socialiste et les partis de gauche n'ont pas vocation à se substituer au mouvement social. Ils ont vocation à l'accompagner et surtout à trouver le débouché politique, c'est-à-dire d'élaborer un projet politique qui puisse correspondre à ce qu'attendent aujourd'hui ceux qui ont défilé et au-delà de ce qui ont défilé, l'ensemble des Français, puisque nous voulons rassembler les Français derrière une politique qui sera plus conforme, je crois, à la justice sociale. Merci. Bien, merci messieurs. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée sur Public Sénat. Bonsoir.